Monsieur de Bézic, rebonjour. Bonjour. Nous avons parlé des bourgs, des villages, des églises, donc autour du bourg, dans le bourg. Oui, Et il y avait également beaucoup des commanderies. Alors, c'est quoi une commanderie? bien. Alors, j'ai fait récemment une communication sur Thérée d'Aunis. Et là, il y avait une commanderie templière. Alors, une commanderie, là, j'ai montré à l'assistance, justement, voilà ma première diapo. Une commanderie, c'est tout simplement un monastère et une ferme de rapport. Et monastère, c'est-à-dire, regardez ici, théoriquement, c'est comme ça. Voici une commanderie templière, au point de vue théorique. Vous avez toujours dans cette monastie, pardonnez-moi, et vous avez le logis ici du commandeur, et vous avez autour d'une cour carrée le logement de ce commandeur, des granges ici, et, et c'est destiné à exploiter, parce que les Templiers ont besoin d'argent, et pour transporter les pèlerins, les soigner, etc. Et de sorte qu'ils, pour se faire de l'argent, ils produisent ici euh, soit du sel, soit du vin, soit des céréales. Oui, c'est une ferme de rapport, hein. Et les Templiers ont été remplacés à la suite du procès de Philippe le Bel 1312. Là, ils ont été remplacés par les hospitaliers. Mais là, j'ai retrouvé, par exemple, sur Internet, oui, le plan d'une commanderie hospitalière, là, du 12e au 16e. Mais c'est la même chose. Les hospitaliers ont pris la relève des Templiers et ils procèdent exactement de la même façon, c'est-à-dire le logis du commandeur avec la chapelle et en général le cimetière à proximité, puis les communs, c'est-à-dire là où on range les outils, le matériel, etc. Derrière, vous avez un jardin, puis là, vous avez la grange aux dîmes, c'est-à-dire où on stocke les productions. Voilà, le siège d'une commanderie, qu'elle soit hospitalière, templière, ça fonctionne de la même façon. Et qui travaillait? Alors, il y avait des paysans qui venaient? Et très bien. Et j'ai trouvé ce qu'on appelle un terrier. Ça, c'est dans les archives de l'Aube. Et dans ce terrier, on voit très bien une commanderie hospitalière. Elle est située là, dans son enclos, et à proximité d'un village. Et c'est-à-dire, lorsque j'étais dans le vignoble, par exemple, on faisait appel aux habitants du village pour venir effectuer les travaux, quand c'était la taille de la vigne, la vendange, et pour les labours, pour le blé, c'était la même chose. On faisait appel à cette main-d'œuvre qui était payée à la journée, mais qui ne vivait pas dans la commanderie. Elle était toujours à proximité. Voilà comment ça fonctionnait. Et ça fonctionnait jusqu'à la Révolution. Et dans la commanderie, il y avait qui vivait là? C'était des religieux ou Oh pas? oui, vous aviez à la tête de la commanderie un commandeur, là, ou un prieur. Parfois on appelait ça prieuré, c'est un peu la même chose. Vous savez, le prieuré, c'était l'établissement dirigé par un religieux chargé d'exploiter une zone agricole, là, une petite zone agricole, enfin plus ou moins grande, hein. Et donc, ce prieur vivait là, c'était un religieux. Et alors, parfois, il était seul si c'était une petite commanderie, si c'était un petit prieuré, mais parfois, ils étaient un peu plus nombreux, 2, 3, 4, 5, ça dépendait de la grandeur de l'exploitation. Il y avait des concurrences avec le châtelain? Ah non, non, non. Il y a eu la période. Enfin, il y en a eu, oui, oui. Vous avez raison, dans certains cas précis, on a l'exemple de querelle, c'est vrai. Mais en général, chacun avait son domaine, hein. Il y avait le grand seigneur laïque et le grand seigneur religieux. Pour prendre le cas de Terrain, dans un premier temps, il semble que ce soit les religieux qui aient eu tenu le haut du pavé, si vous voulez, il semble, à Terrain. Et ensuite, ça a été plutôt les seigneurs laïcs, hein, jusqu'à la Révolution. Et là aussi, ils recrutaient des des hommes pour partir en guerre aussi, ça? Ah ben, là, le seigneur est laïque. En cas de guerre, il était tenu d'assister le roi, par exemple. Et donc,
il devait, selon ses moyens, il devait fournir un certain nombre d'hommes. C'était très temporaire tout cela. Mais bon, ces Mais seigneurs... ce n'étaient pas des troupes constituées. Ah non, non, jamais, jamais. Lorsqu'il avait besoin d'assiéger un château, il faisait appel à ses vassaux, c'est-à-dire ceux qui étaient subalternes, et puis on allait assiéger un château, par exemple. Les seigneurs, ils étaient de puissances très diverses. Vous aviez au sommet, par exemple, notre région, il y avait le duc d'Aquitaine, en dessous il y avait des comtes, et puis en dessous des seigneurs locaux, par exemple le seigneur de Châtelaillon, dépendait du duc d'Aquitaine. Et il était hiérarchiquement et nettement en dessous. Et lorsqu'il a voulu se rebeller, et le duc d'Aquitaine est venu mettre le siège devant Châtelaillon et a détruit le château. Et le château a disparu à Châtelaillon. Oui, alors dans un On en voit premier des temps... traces encore dans les... Oh non, presque pas. En 1130, ça a été, alors Guillaume X, le duc d'Aquitaine, vient mettre le siège devant Châtelaillon. Le château, les remparts, fortifications sont détruites, mais la nature s'est chargée de destruction beaucoup plus ample, puisque les tempêtes, etc., c'était sur un promontoire et relativement calcaire assez friable. La mer a attaqué et une bonne partie a disparu. Ok, ben on ira en vacances à Châtelaillon, on ira se baigner. Ah oui, c'est autre chose. Mais